Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de 500 Nations. Tous les jeunes Américains apprennent l'histoire des pèlerins arrivant à Plymouth Rock. Les premiers à avoir rencontré un peuple indien sur une terre vierge. Mais en fait, ces colons anglais n'étaient pas du tout les premiers à être venus là. Au moment où ils accostaient à Plymouth, les négriers et négociants anglais opéraient déjà dans la région depuis des décennies. 2 des premiers Indiens rencontrés par les pèlerins parlaient anglais, et l'un était même allé en Angleterre. Les nations indiennes auraient pu facilement détruire les premières colonies, mais elles ne le firent pas. Elles les accueillirent au contraire comme des partenaires commerciaux potentiels et des alliés. Elles leur donnèrent des terres et leur apprirent à y survivre. Mais rien dans leur civilisation ne les avait préparés à l'invasion européenne qui allait suivre. Mais avant de nous intéresser à ces premiers colons, allons au nord, découvrir un peuple que les Anglais n'ont jamais soumis, les Inuits. Un peuple que nous connaissons mieux sous le nom d'Esquimaux. Voici donc notre 4e épisode de 500 Nations, l'invasion de la côte. Et je repense à ce qui m'est arrivé le jour où un vent de terre a poussé mon kayak vers le large et où je me suis cru en danger. À ma peur qui me paraissait si grande, face à toutes ces choses essentielles qu'il me fallait réussir. Et pourtant, une chose compte, une seule, vivre pour pouvoir contempler, à la chasse ou en voyage, la beauté du jour qui se lève et la lumière qui emplit le monde. Indien Inuit. À l'extrémité nord du continent, juste sur le cercle arctique, se trouve une île plus grande que l'Angleterre, la terre de Baffin. L'est de celle-ci était la terre des Inuits, que l'on a coutume d'appeler les Esquimaux. Pour eux, le dégel du printemps était un moment d'euphorie et de plénitude. De petits groupes partaient installer leur camp d'été dans la grande baie au sud de l'île. Ils y chassaient le caribou sur la côte, ainsi que le phoque et le morse dans les riches eaux marines. La vaste mer m'a fait dériver. Elle m'entraîne comme un brin d'herbe dans un fleuve. La terre et le gros temps m'enlèvent, m'emportent et remplissent mon cœur de joie. Uvavnuk Inuit. Mais cet été 1576 ne ressemblera pas au précédent. Cet été-là, Martin Frobisher, capitaine de vaisseau anglais, commande une expédition à la recherche d'un passage septentrional vers l'Orient. En juillet, il passe au milieu d'énormes masses de blocs de glace et à travers un chenal aux parois montagneuses qu'il baptise détroit de Frobisher. Quand les Anglais pénètrent dans la baie, plusieurs Inuits mettent leur kayak à l'eau et pagaient vers eux. Le chroniqueur anglais raconte la scène. Notre capitaine aperçut au loin de petites formes flottant à la surface de l'eau qu'il crut être des marsouins, des phoques ou d'étranges poissons. Mais en s'approchant, il vit que c'étaient des hommes dans de petits bateaux en peau. Les Inuits offrent du poisson, des vêtements en peau de phoque et leur amitié.
l'un d'eux accepte de guider les Européens dans les détroits, jusqu'à un endroit que Frobisher croit être l'océan Pacifique. On envoie 5 marins sur une yole pour ramener le guide à son kayak. Et c'est alors que, pour une raison qu'on ne connaîtra jamais, les Anglais désobéissent à l'ordre de Frobisher de ne pas s'éloigner hors de vue. Contrairement à ces ordres, ils avancèrent jusqu'à un endroit de la terre qui les mit hors de vue. Ils ne pouvaient plus ni les voir ni les entendre, et il en conclut donc qu'ils avaient été capturés et retenus par la force. Alors que les Inuits continuent de s'approcher du vaisseau pour commercer, Frobisher est convaincu de leur duplicité. Se préparant à lever l'ancre, il décide de ramener un trophée à ses commanditaires anglais. Le capitaine était plein de tristesse à l'idée de devoir rentrer dans son pays sans rapporter un témoignage ou un souvenir de chaque endroit pour prouver au monde où il était allé. Frobisher tend une cloche à un Inuit qui a approché son kayak du navire. S'avançant vers la main tendue amicalement, Frobisher saisit l'homme et le hisse à bord. Et il met le cap sur l'Angleterre, laissant derrière lui ses 5 hommes manquants. Mais Frobisher ne garde pas longtemps son trophée vivant. Le prisonnier Inuit préfère se mordre sauvagement la langue et ne tarde pas à mourir. Peu après le départ de Frobisher, les glaces ferment la baie et les Inuits retournent à leur vie hivernale. L'été suivant, Frobisher revient vers la terre de Baffin. Le 31 juillet, l'un de ses bateaux accoste à quelques 250 km du lieu où ses 5 hommes ont disparu l'année précédente. Découvrant par hasard un camp inuit déserté, les Anglais y trouvent des vêtements européens. Ils découvrirent dans ces tentes un pourpoint de fabrication anglaise, une chemise, une ceinture et 3 chaussures dépareillées de pointures différentes qu'ils reconnurent comme étant propriété de nos infortunés compatriotes. Le lendemain, Frobisher envoie 40 soldats à cet endroit, qui surprennent 18 Inuits, hommes, femmes et enfants. Alors que ceux-ci se réfugient dans leur tente, les Anglais ouvrent le feu. Esquivant les balles, les Inuits courent vers le rivage. Là, ils mettent à l'eau un grand bateau appelé Umiak et tentent de prendre le large. Mais les bateaux anglais les rabattent vers la côte rocheuse. Frénétiquement, les Inuits escaladent la falaise dominant les vagues. Les soldats les encerclent sur terre comme sur mer. Tandis que femmes et enfants restent blottis contre les rochers, les hommes luttent pour leur vie. Ripostant désespérément à nos hommes, ils résistèrent courageusement jusqu'à leur dernière flèche. Et après avoir ramassé les flèches que nos hommes leur envoyaient et arraché de leur corps celles qui s'y étaient fichées, ils luttèrent tant qu'il leur resta des armes et un souffle de vie. Et quand ils se virent agonisants, saisis d'une rage mortelle, ils se jetèrent dans la mer du haut des rochers plutôt que de voir leur ennemi tirer gloire de sa victoire. Quelques Inuits parviennent malgré tout à escalader les rochers maculés de sang et d'écume et s'échappent. Une femme et son enfant blessés ont moins de chance. Frobisher les fait prisonniers.
Avec un homme qu'il a capturé quelques jours auparavant, il dispose maintenant d'un lot complet d'Indiens Inuits. En route pour l'Angleterre, Frobisher ne témoigne guère de compassion pour ces gens qu'il a arrachés à leur maison et à leur famille. Ils sont enfermés ensemble et l'équipage anglais est autorisé à les regarder dans l'espoir de les voir s'accoupler. Maintenant que nous avions une femme pour le confort de notre homme, nous les mîmes ensemble. Et chaque homme du navire désirait en son fort intérieur les voir se rencontrer et les observer en action. Mais l'équipage va être déçu par la dignité du couple. Bien qu'ils fussent sans cesse ensemble, jamais ils ne se comportèrent comme mari et femme. Tous deux prenaient bien soin de ne dévoiler aucune de leurs parties intimes. À leur arrivée en Angleterre, John White peint ses portraits. Peu après, l'homme, la femme et l'enfant meurent, tous trois de maladie. Le printemps suivant, Frobisher effectue son dernier voyage chez les Inuits. Cette fois, personne ne vient saluer ses navires. Les Inuits restent à distance, refusant tout contact. Les Anglais n'éclairciront jamais le mystère des 5 disparus. Mais durant des siècles, les Inuits raconteront l'histoire des 5 hommes abandonnés par Frobisher. Après avoir vécu en paix chez les Inuits, par un beau jour de printemps, les 5 hommes gréèrent un oumiac avec un mât et des voiles, prirent la mer, et nul ne les vit plus jamais. En 1600, la côte atlantique de l'Amérique du Nord, les États-Unis actuels, abrite largement plus d'une centaine de nations indiennes. Des nations qui vivent de terres fertiles, de la chasse et de la pêche. Leurs jardins bien tenus produisent du maïs, de la courge et divers autres fruits et légumes. Des camps de pêche sont établis l'été le long de la barrière d'îles. Détroits et estuaires regorgent de poissons qu'on prend au piège ou au filet. Le pays, les gens et leur culture ont donné naissance à un mode de vie riche et raffiné. Au milieu de la côte atlantique, au sud de l'actuel Washington, 30 petites nations s'allient au début des années 1600 pour former la puissante confédération de Powhatan. Cette confédération de Powhatan est l'œuvre d'un leader charismatique qui se rend dans ces villes l'une après l'autre, escorté de gardes et de sa cour. Il s'appelle Wahunsonacock. Il assure la cohésion des 30 nations par la diplomatie et contrôle toute la région grâce à sa puissance militaire. En 1607, un navire anglais remonte la baie de Chesapeake et pénètre dans les terres des Powhatan. Il est commandé par un aventurier, John Smith. Espérant fonder la première colonie anglaise d'Amérique du Nord, cette expédition, petite mais bien armée, accoste en un lieu qu'elle baptise Jamestown. Face à cette implantation, Wahunsonacock pèse minutieusement sa stratégie. Il pourrait détruire cette colonie, mais il connaît la puissance des armes européennes et sait qu'une attaque coûterait cher en vies Powhatan. Il mesure aussi l'avantage qu'il y aurait à se procurer des armes et des outils européens.
Il choisit l'attente, tout en faisant surveiller les progrès de la colonie par son meilleur allié, son frère Opechancanough, chef de la plus puissante des nations Powhatan, les Pamunkeys. Tout au long de leur premier hiver, les colons ont toutes les peines du monde à subvenir à leurs besoins et beaucoup périssent. Opechancanough rapporte que les Anglais, en désespoir de cause, ont fini par s'introduire dans des villes Powhatan pour s'emparer de vivres par la force. Wahunsonacock décide alors qu'il lui faut prendre le contrôle direct de la colonie. Il ordonne la capture de John Smith et le fait amener devant lui. Pocahontas, sa fille préférée, assiste à la scène. Le récit romanesque de Pocahontas sauvant Smith de la mort est sans aucun doute uniquement le fruit de l'imagination de celui-ci. Le compte-rendu de l'incident qu'il rédige sur le moment n'évoque aucune menace sur sa vie. Seuls ses mémoires, écrits 17 ans plus tard, en font mention. Smith y prétend avoir été sauvé de justesse par de belles femmes à pas moins de 3 reprises. En réalité, il est probable que Wahunsonacock ait scellé une alliance avec Smith en le proclamant chef de Jamestown, dont il fait une ville vassale. Assuré de sa suprématie et de la soumission anglaise, Wahunsonacock relâche Smith. Mais lorsqu'arrivent d'Angleterre de nouveaux colons et du ravitaillement, la colonie essaye une nouvelle tactique pour reprendre le dessus. Les Anglais tentent de couronner Wahunsonacock roi des Powhatan, ce qui en ferait un vassal du roi d'Angleterre. Mais le couronnement tourne à la farce. Quelle affaire ce fut de le faire agenouiller pour recevoir la couronne. Ignorant la majesté et la signification de la couronne royale et de l'agenouillement, il exigea tant d'arguments, d'exemples et d'instructions qu'il les épuisa tous. Finalement, on lui appuya fortement sur les épaules, il se pencha un tout petit peu, et le capitaine Newport lui mit la couronne sur la tête. John Smith, capitaine anglais. Le véritable rapport de force d'alors se reflète dans le commerce entre les deux nations. Les Anglais sont contraints de payer très cher, en cuivre et en marchandises, pour acheter leur nourriture aux Powhatan. Les nouveaux venus sont choqués par le taux de change exorbitant, et la situation embarrasse beaucoup John Smith et les Anglais. Finalement, enhardi par une arrivée d'armes nouvelles et de renforts, Smith entrevoit la possibilité de redonner le pouvoir à Jamestown. En janvier 1609, il conduit une unité militaire dans une ville Pamunkey, se saisit de Opechancanough et pointe son arme sur lui. Ses soldats pillent les réserves de nourriture et exigent un tribut régulier en vivres. Si les Pamunkey refusent, il leur promet de lester ses navires de leurs carcasses. Malgré cet assaut, Wahunsonacock s'efforce de maintenir la paix. Pourquoi prendre par la force ce que l'amour peut vous donner tranquillement? Pourquoi nous détruire, nous qui vous fournissons la nourriture? Que gagnerez-vous à une guerre? Nous sommes désarmés et prêts à vous donner ce que vous demandez si vous venez en paix, et non l'épée et l'arme à la main. Wahunsonacock, Powhatan. Mais les Anglais ne veulent pas d'une solution diplomatique. Rejetant désormais ouvertement toute autorité Powhatan, ils se servent de leurs armes pour prendre ce qu'ils veulent, y compris des terres Powhatan. La survie du peuple Powhatan est désormais en jeu, et Wahunsonacock se résout à la guerre en août 1609.
Une guerre qui va durer 4 ans. Puis, en avril 1613, Pocahontas est kidnappée pour être échangée contre tous les prisonniers de guerre anglais. Ceux-ci sont libérés, mais Pocahontas est gardée en otage. Pendant sa captivité, elle subit l'endoctrinement des coutumes anglaises et de la religion anglicane. Elle déclare alors qu'elle est tombée amoureuse de l'un de ses ravisseurs, John Rolfe. Là, de tout cela, Wahunsonacock accepte une trêve, dans l'espoir de revoir sa fille. Je ne suis pas idiot, au point de ne pas savoir qu'il vaut mieux manger de la bonne viande, dormir confortablement, rire et être heureux avec les Anglais, plutôt que de s'enfuir de chez eux, chercher refuge dans le froid de la forêt et être pourchassé sans pouvoir ni manger ni dormir. Wahunsonacock, Powhatan. Pocahontas est baptisée Lady Rebecca et la paix est scellée par son mariage avec John Rolfe. 2 ans plus tard, ils partent avec leur bébé pour l'Angleterre. Pocahontas fait sensation à Londres. Elle est reçue dans la meilleure société et présentée au roi. Mais la jeune femme, baptisée de sauvage bien pensante, ne reverra jamais sa patrie. Elle tombe malade et en mars 1617, alors qu'elle s'apprête à repartir pour Jamestown, elle meurt. Elle n'avait que 22 ans. Venant s'ajouter à l'amenuisement de ses terres, la mort de sa fille brise le cœur de Wahunsonacock. Il abandonne le pouvoir et meurt l'année suivante. Mais pour Opechancanough, le frère de Wahunsonacock, la lutte continue et la situation est grave. L'habitude américaine de fumer du tabac se répand en Angleterre. La demande de tabac de Virginie permet à Jamestown de s'enrichir, mais exige toujours plus de terres Powhatan. Pendant les 25 ans qui suivent, Opechancanough va mener la lutte pour défendre le territoire et la souveraineté Powhatan. Mais dès 1645, le combat est devenu désespéré. Le vieil Opechancanough est porté au combat sur une litière. Il ne peut plus marcher sans aide, ni voir, si on ne lui maintient pas les paupières ouvertes. La dernière guerre Powhatan se termine par sa capture à 90 ans. Et Opechancanough est assassiné, frappé dans le dos par un garde anglais. Le puissant empire Powhatan s'est révélé hors d'état d'endiguer la marée de l'expansion coloniale. Sur le peu de terre qu'on leur a laissé, les Powhatan vécurent et vivent encore. Certains descendants des 2 frères qui conduisirent leur peuple lors des premiers contacts avec les Anglais. En 1619, un jeune Patuxet du nom de Squanto revient dans son village de la baie de Massachusetts. Mais ni sa mère ni son père ne se précipitent pour l'accueillir. Le village est déserté et les maisons sont envahies par les herbes. À la place de sa famille et de ses amis, il trouve un champ d'ossements.
5 ans plus tôt, Squanto a été capturé par les Anglais et emmené en Espagne pour y être vendu comme esclave. Libéré par des prêtres espagnols, il est parti pour l'Angleterre. De là, il s'est embarqué pour l'Amérique du Nord comme guide et interprète sur un bateau anglais. La maladie importée par les négriers anglais qui avaient enlevé Squanto a dépeuplé le village. Et maintenant, il contemple les ruines. Cette année-là, il n'y aura pas d'action de grâce pour toutes les richesses de la terre et de la mer. Pour le maïs, les dindes et les oies sauvages, les homards, les noix et les baies qu'on trouvait en telle abondance. Le long voyage de Squanto va s'achever à Montaup, capitale de la nation Wampanoag toute proche, qui elle-même se remet péniblement des ravages provoqués par les maladies venues d'Europe. En décembre 1620, l'année suivante, un petit navire anglais, le Mayflower, arrive dans la baie de Patuxet. Il aborde à l'endroit même du village déserté de Squanto. Les Anglais le rebaptisent Plymouth. Le premier hiver est très dur. La maladie et la faim tuent la moitié des 100 colons. Aucun Indien ne se montre et on n'en trouve aucun. Au printemps, les pèlerins survivants sont stupéfaits de voir apparaître un Indien qui leur souhaite la bienvenue en anglais. Il s'appelle Samoset. Il avait appris quelques bribes de notre langue auprès d'Anglais qui venaient pêcher à Monighan. Nous lui posâmes beaucoup de questions. Il nous expliqua que le lieu où nous étions s'appelait Patuxet, que 4 ans auparavant, tout le monde y était mort d'un mal étrange et qu'il ne restait pas un homme, une femme ou un enfant en vie. Ce qu'effectivement nous avions constaté. De sorte que personne ne pourra contester que cette terre nous appartient. William Bradford, colonie de Plymouth. Samoset quitte Plymouth et se rend à Montaup pour parler de la nouvelle colonie au chef Wampanoag, Massasoit. Peu après, Massasoit, accompagné de sa suite, entreprend le voyage de Plymouth. Samoset est envoyé en éclaireur avec quelqu'un dont l'anglais est encore meilleur que le sien. Squanto, le dernier Patuxet, le seul homme qui était vraiment chez lui à Plymouth. Massasoit arrive le jour même, au crépuscule. C'était un homme très robuste, dans la force de l'âge. Il avait le visage grave et parlait peu. Son visage était peint de la couleur de la mûre et il avait la tête et le visage huilés. William Bradford, colonie de Plymouth. Avec l'aide de Samoset et de Squanto comme interprètes, Massasoit négocie avec les pèlerins un traité de paix et de protection mutuelle. Massasoit a quelques raisons de chercher des alliés. Les épidémies venues d'Europe ont anéanti une grande partie du peuple Wampanoag et des nations voisines. Mais les Narragansett, leurs puissants rivaux, ont été épargnés. Une alliance avec les pèlerins redonnerait aux Wampanoag leur poids diplomatique. Pourquoi vouloir 2 ennemis? Les Narragansett, en qui ils voyaient sans doute la plus grande menace, et ces moucherons d'anglais qui venaient régulièrement dans le pays mais n'étaient jamais restés.
Et puis d'un coup, un groupe d'entre eux s'était mis à construire des maisons et avait amené femmes et enfants, les premières Anglaises venues en Nouvelle-Angleterre. Dans leur logique indigène, on n'amène pas des femmes quand on veut faire la guerre. Alors faisons la paix avec eux, utilisons-les comme alliés avec leurs drôles d'armes. Si nous sommes les premiers à faire la paix avec eux, nous les aurons de notre côté et nous n'aurons pas à craindre leurs armes. Tandis que Massasoit et sa suite retournent à Montaup, Squanto reste avec les pèlerins à Plymouth et leur apprend à travailler la terre et où pêcher. En automne, 10 hectares de maïs indien sont mûrs pour la récolte. De même qu'il leur apprend à cultiver, Squanto leur parle certainement des cérémonies annuelles d'action de grâce pour célébrer les dons de cette terre. Et les pèlerins adoptent cette coutume et invitent Massasoit et ses Wampanoag à se joindre à eux pour partager leur festin. Le chef indien et 90 des siens arrivent avec 5 cerfs pour festoyer. Les fêtes durent 3 jours et 3 nuits. Prières et danses alternant avec concours de tir, concours de lutte et jeux. Le Thanksgiving de 1621 est le premier pour les pèlerins. Mais pour les Wampanoag, en revanche, ces actions de grâce remontent à la nuit des temps. Nous pensions que tout ce qui nous a été donné est un don du Créateur. Et comme c'est un don, nous avions à cœur de marquer notre gratitude. Et on le faisait de toutes les manières possibles. C'était la base de nos rituels. Et comme tout nous était donné, cela signifiait une obligation, celle de partager. Car si nous ne partagions pas, le Créateur n'aurait plus aucune raison de continuer à nous apporter ses dons. À l'issue du premier Thanksgiving, les pèlerins et les Wampanoag se promettent de fêter chaque année leur récolte et leur amitié. Mais les relations entre les deux nations sont condamnées à changer. Nous les avons acceptés sans condition, aimés et nourris. Autrement, ils se seraient fait massacrer sur la plage. Lorsque l'Anglais est arrivé pour la première fois, mon père était un grand homme et l'Anglais n'était qu'un petit enfant. Il empêcha les autres Indiens de lui faire du mal. Il donna aux Anglais du maïs et leur montra comment le planter. Il leur laissa 100 fois plus de terre que mon peuple n'en a aujourd'hui. King Philip, Wampanoag. Pendant près de 40 ans, tandis que la colonie de Plymouth grandit rapidement, Massasoit maintient la paix entre ses Wampanoag et les Anglais. Massasoit de la nation Wampanoag était un grand homme de paix. Et ces 50 ans de paix entre nous et les Anglais n'ont pu exister que grâce à son intelligence, son intégrité et à son amour des autres. À la mort de Massasoit en 1660, une nouvelle génération est arrivée au pouvoir à Plymouth. Elle a depuis longtemps oublié la générosité du vieux chef. Le commandement passe aux mains de Philippe, le fils de Massasoit, âgé de 24 ans, qui va devenir célèbre sous le nom de King Philip. Et puis quand Philippe arriva au pouvoir, ce fut tout autre chose. Il était résolu à se battre jusqu'au bout pour son peuple.
En 1662, quand King Philip arrive au pouvoir, les colonies en plein essor atteignent 50 000 habitants. En Nouvelle-Angleterre, les Indiens sont désormais encerclés. Leurs terres s'amenuisant, beaucoup de Wampanoag n'ont plus d'autre choix que de travailler pour les Anglais comme ouvriers et domestiques. Mais ils ne perdent pas seulement leurs terres et leur liberté, c'est leur culture et leurs traditions qui sont menacées. Les Anglais considéraient les Wampanoag comme des inférieurs en tout, et surtout en matière de religion. Pour eux, c'était un peuple de sauvages. Des puritains zélés entreprennent de les convertir, les exhortant à renoncer à leurs terres et à leur foi pour s'installer dans les villes nouvellement fondées. Bafouant les lois de la nation Wampanoag souveraine, les Anglais arrêtent des Wampanoag pour avoir violé le code d'éthique puritaine, les fameuses Blue Laws. Des gens sont poursuivis pour avoir chassé ou pêché le jour du sabbat, avoir utilisé des remèdes indiens ou avoir fait un mariage non chrétien. Quand les femmes étaient indisposées, elles restaient dehors, seules, ou avec des amis dans le même cas, assises à bavarder et à faire des purifications. Ils ont fait des lois pour nous l'interdire, pour nous obliger à être au village et à travailler, sauf le jour du sabbat. À Plymouth, des Indiens sont condamnés à mort pour avoir refusé la religion chrétienne. Prier ou être tué, telle était la méthode de conversion. C'est ainsi que le christianisme a été apporté aux Indiens. Face à cette répression, King Philip adopte une position intransigeante. Vous voyez cette vaste terre que le Créateur a donnée à nos pères? Vous voyez ces petits, nos femmes et nos enfants? Et vous voyez l'ennemi en face, devenu insolent et plein d'audace. Toutes nos coutumes ancestrales sont foulées aux pieds. Les traités signés par nos pères sont violés, et nos frères assassinés sous nos yeux. King Philip, Wampanoag. « 15 ans après la mort de son père, King Philip finit par pousser son peuple à la guerre. Les esprits de nos ancêtres crient vengeance. Ces gens venus d'un monde inconnu vont abattre nos forêts, saccager nos chasses et nos champs, et nous chasser, nous et nos enfants, loin des tombes de nos pères. » King Philip n'avait pas le choix, car on lui prenait sa terre et sa souveraineté. Son peuple était menacé. Il ne fit pas la guerre seulement pour la terre, mais pour le droit de perpétuer les traditions que le Créateur nous avait données. La guerre de King Philip commence le 24 juin 1675. Selon un plan brillamment conçu, plusieurs villes anglaises sont attaquées par surprise et réduites en cendres par les Wampanoag et leurs alliés. Un Indien n'oublie jamais une bonté, mais ne pardonne jamais une injustice. Et comme il y avait eu tant d'amitié témoignée durant toutes les bonnes années entre Massasoit, le père de King Philip, et les premiers colons, King Philip n'oublia jamais aucune de ses familles et les épargna. Durant la guerre, il fit même prévenir certaines de celles-ci que leur ville allait être brûlée pour qu'elles aient le temps de s'enfuir. Les victoires indiennes s'accumulent et l'hystérie s'empare des colonies. On raconte que les troupes indiennes sont aux portes des villes, comme la foudre au bord des nuages. Sur le pont traversant la rivière Charles, un des hommes de King Philip affiche cet avis sarcastique. Sachez par le présent avis que les Indiens, dont vous avez provoqué le courroux et la fureur, vous déclarent la guerre. Il reste beaucoup d'Indiens. Rappelez-vous qu'ils n'ont rien d'autre à perdre que leur vie. Vous
Vous perdrez vos belles maisons et votre bétail. James Nipmuc. Durant tout l'automne et l'hiver, la chance sourit au camp de King Philip. Puis une série de défaites démoralise certains des alliés Wampanoag. Le massacre du Grand Marais coûta la vie à plus de 300 Indiens, vieilles femmes et enfants, tous brûlés vifs dans leurs wigwams. Exactement 6 jours avant Noël, le 19 décembre 1675. Un historien a même rapporté que l'odeur de la chair brûlée émut tant l'un des soldats anglais qu'il demanda plus tard à l'un de ses supérieurs si brûler vif un ennemi était bien compatible avec les principes de l'Évangile. La chance tourne. À l'arrivée du printemps, leurs réserves de vivres sont épuisées et ils ne peuvent planter ni reconstituer leur stock. Le peuple de King Philip meurt de faim. Et les Anglais les chassent comme on traque un animal blessé. En mai, les Anglais attaquent un grand campement au-dessus des chutes du fleuve Connecticut. 300 Indiens sont tués. Certains parviennent à atteindre leur canoë, mais dans leur hâte, ils oublient leur pagaie et périssent dans les chutes. Pendant 2 mois encore, King Philip et les siens échappent à la capture, mais le filet se resserre. En août, les troupes anglaises assaillent son camp et en tuent ou capturent 173. King Philip leur échappe de justesse, mais sa femme et son fils de 9 ans sont faits prisonniers. À Plymouth, le clergé fixe leur sort. Ils sont vendus comme esclaves aux Bermudes. Mon cœur est brisé. Maintenant, je suis prêt à mourir. Et il choisit l'endroit où il mourra. King Philip retourne chez lui, à Montaup, où son père, Massasoit, avait si souvent accueilli et nourri les pèlerins des décennies plus tôt. À l'aube du 12 août 1676, une armée anglo-indienne encercle le camp endormi. Quelques instants plus tard, King Philip est mort, le cœur transpercé par un mercenaire indien. Sa tête est exposée à Plymouth. Elle y restera 20 ans. On a tous un but, un rôle dans la vie. Et le Créateur, dans sa grande sagesse, a jugé bon de nous épargner. On aurait tous pu brûler vifs au Grand Marais ou être massacrés pendant cette guerre. Mais nous avons été épargnés pour une raison, pour être, entre autres, la conscience de cette société, pour empêcher que ce genre d'erreur funeste continue de se répéter sans cesse. Voilà mon but, et celui de tous les Indiens qui se dressent et continuent dans le même esprit que King Philip, Pontiac, Geronimo et tous nos grands chefs. Notre prochain épisode nous conduira à l'intérieur du continent, là où les terres des nations indiennes devinrent des champs de bataille
lorsque les colons français, anglais et américains luttèrent pour la suprématie. Ne manquez surtout pas notre prochain épisode, Un continent à feu et à sang.